effectivement, pour faire la transition avec la présentation précédente, dans la lecture rapide et efficace d'un article, il y a une part importante qui sont les figures et les chiffres qu'il y a dans les figures, et ça complète assez bien le résumé. Et donc souvent dans la lecture, on regarde d'abord les images, quoi, voilà, et donc on va essayer de clarifier un peu les différents types de figures. J'ai des liens d'intérêt pas en rapport avec cette présentation. Donc on prend un petit exemple concret. On a un traitement A et un traitement B, par exemple dans une étude randomisée comme ça vient d'être présenté. Et puis vous avez la mortalité qui est représentée. Qui est-ce qui souhaite recevoir le traitement A? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui préféreraient avoir le traitement B? Oui, bon, les gens préfèrent le traitement B. Alors en fait, ils ont tort. Puisque là, je vous ai représenté exactement les mêmes données. Et là, finalement, probablement que vous n'auriez pas eu exactement la même réponse. Alors pourquoi il y a cette différence? Eh bien parce qu'en fait, il y a des effets d'échelle et finalement, on peut représenter les mêmes données là de 40 à 50 et là, on a une échelle de 0 à 100 et donc il faut être un peu prudent dans l'interprétation de ce qu'on voit. C'est parfois trompeur. Donc, comment essayer d'éviter ce type de piège? La première chose, c'est de se demander quel est le type de la variable qui est représentée. Et donc, dans l'exemple qu'on a pris, il y a deux variables. Il y a le traitement, quel traitement, et il y a une deuxième variable, c'est la mortalité. D'accord? Et donc, il faut se demander quel est le type de variable. Et la mortalité, c'est une variable qu'on dit qualitative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la compter. On ne peut pas être un peu mort ou beaucoup mort. On l'est ou on ne l'est pas. D'accord? Pareil, on est un homme ou on est une femme. D'accord? C'est un autre exemple de variable qualitative. Donc ça, c'est la première question. Parce que si c'est la taille, là, c'est quantitatif et on part sur autre chose. Donc c'est la première chose à identifier. Comment est-elle mesurée? Ça, c'est important parce que la mortalité, par exemple, si on la mesure à la fin de la vie, c'est 100% pour tout le monde. Hein, d'accord? Donc, est-ce que c'est à la sortie de réanimation? Est-ce que c'est à 3 mois? Est-ce que c'est à 1 an? Est-ce que c'est à 10 ans? Et ce n'est pas du tout pareil. Hein. Une chimiothérapie qui donne un bénéfice à 1 semaine, ce n'est pas du tout la même chose qu'à 5 ans. D'accord? Donc, comment est-elle mesurée? C'est important. Et la dernière question à se poser, c'est comment est-elle exprimée? Et donc, pour les variables qualitatives, soit on donne le nombre de morts, soit on donne le pourcentage de morts. D'accord? C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, si je dis il y a 100% de morts, ok, donc vraiment tout le monde est mort. Si je dis il y a eu 100 morts, c'est pas la même chose. Donc, il faut quand même aller lire, est-ce que c'est un pourcentage ou une valeur absolue? Donc, voilà les trois questions qui, à mon sens, doivent se poser. Et donc, les figures, comme ça a été évoqué dans la présentation précédente, doivent être indépendantes du texte. Et donc, il faut pouvoir comprendre l'ensemble de la figure sans lire l'article. Et donc, c'est très important de regarder la légende, les axes et tout ce qu'il y a. Et donc là, c'est bien indiqué, la mortalité en réanimation, elle est exprimée en pourcentage, on va de 0 à 100, et là, on a les nombres. 80 malades là, 5 malades là qui sont morts, traitement, et la légende qui précise les choses. Voilà, donc lisez l'ensemble des figures. Alors dans l'exemple qu'on a pris, on a dit qu'il y avait deux variables, on peut le présenter dans l'autre sens. Hein. On peut dire les morts, combien ont eu le traitement A, les vivants, combien ont eu le traitement A1. Donc voilà, on peut toujours inverser les choses. Donc ça, on est dans le cadre de deux variables qualitatives. Le cas suivant, c'est d'avoir deux variables quantitatives. Alors un exemple, la taille. On est d'accord que la taille, ça se compte. Et puis l'âge. Alors comment on va représenter ça dans des graphiques? On prend notre premier malade. Il avait un certain âge. Et donc on le représente là sur l'axe en rapport. Et puis il avait une certaine taille. Bon. Puis on prend le deuxième malade, on le met pareil, on prend et puis on continue. Et puis comme ça, on construit notre graphique. Chaque malade, il est à sa taille et à son âge. Et on va se poser les mêmes questions. Quel est le type de variable? Ok, c'est quantitatif les deux.
comment est-elle mesurée? Alors, c'est parfois plus ou moins pertinent selon les variables, hein, mais par exemple, la taille, en réanimation, vous savez que par exemple le volume courant, on définit ça sur la taille et c'est pas simple de mesurer les gens dans des lits, donc il y a des gens, ils mesurent à partir de la longueur de l'avant-bras. Enfin bon, voilà, savoir comment ça a été mesuré, c'est important. Deuxième et donc troisième question, c'est comment est-elle exprimée? Et donc là, évidemment, la taille, si c'est en centimètres ou en mètres, c'est pas la même affaire. L'âge, c'est pareil. Alors peut-être que dans d'autres variables, ça peut être plus parlant, hein, la différence, mais c'est les trois mêmes questions. Type de variable, comment est-elle mesurée, comment est-elle exprimée? Et alors ensuite, on regarde, est-ce qu'il y a une corrélation? Et donc là, on a l'impression qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire qu'on voit bien que plus on est âgé, plus on est grand. Bon, ok. Et donc, il y a un lien comme ça. Là, c'est un exemple où il y aurait a priori pas de corrélation, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de tendance dans un sens ou dans l'autre. Je ne rentre pas dans les aspects d'analyse statistique qui ont été évoqués précédemment, mais les tests statistiques permettent d'aller au-delà de cette impression visuelle, quoi, d'accord? C'est est-ce qu'il y a vraiment une vraie corrélation ou est-ce que là, ça se distribue au hasard, hein, dans l'exemple là qui est représenté. Alors l'autre chose importante pour les variables quantitatives, c'est de voir l'échelle. Parce que si, là on avait dit hein, qu'il y a une certaine corrélation, mais si je m'étais intéressé uniquement à ces points-là, eh bien j'aurais peut-être conclu qu'il n'y a pas de corrélation. D'accord ? Évidemment, si on prend la taille et l'âge au-delà de 15 ans, on ne grandit plus et il n'y a plus trop de liens, d'accord? Mais si je prends la taille et l'âge sur toute la vie, eh ben, il y a un lien, d'accord? Donc c'est un point important, à nouveau, de regarder les échelles et les axes. L'autre chose importante dans les corrélations, c'est, vous voyez là, on a l'impression que ça semble être corrélé. Et puis, si j'enlève le point là tout en haut et puis les quatre en bas, c'est moins parlant. Et donc, un élément à prendre en compte quand on regarde des graphiques de corrélation, c'est est-ce qu'il n'y a pas des cas particuliers ou des cas extrêmes qui tirent un peu la conclusion, quoi, voilà. Donc ça, c'est un autre piège à regarder. Alors, qualitatif, quantitatif. Vous vous doutez que le troisième cas de figure, c'est quantitatif et qualitatif mélangés. Alors, on va prendre l'âge et la survie AJ28. Hein, on a dit qu'il faut être précis dans comment on mesure les choses. Donc, on va regarder AJ28 après la réanimation. Est-ce que l'âge a un lien avec la mortalité? Donc, comment on fait? On a deux groupes. On va prendre les gens qui sont morts à J28 et ceux qui sont encore vivants à J28. Et puis, on va mesurer leur âge, enfin le relever. Et donc, à nouveau, premier malade, il avait un certain âge. Lui, c'était un patient décédé. Et puis, un deuxième décédé qui lui était plus vieux. Et puis, un troisième plus jeune. Et puis, il y en a un survivant qui était un peu jeune. Et puis, un autre très jeune survivant. Et on remplit comme ça notre graphique. Et là, on a l'impression globalement que les points des décédés correspondent en gros à des âges plutôt plus élevés que les survivants. Alors, pour aller plus loin que j'ai l'impression que les points sont un peu plus élevés. Il y a deux éléments à regarder, c'est la tendance centrale et la dispersion ou la variabilité. D'accord ? Donc la tendance centrale, c'est le milieu de ces valeurs-là. Est-ce qu'il est en gros plus élevé que le milieu de ces valeurs-là? Et puis, est-ce qu'autour du milieu, est-ce que c'est très étalé ou est-ce que c'est très concentré? Alors, la tendance centrale, en fait, c'est pour dire la moyenne. Hein, donc, vous pouvez dire tendance centrale, ça fait bien dans les dîners en ville plutôt que de dire moyenne, hein, ce qui est plus... Voilà, mais enfin, c'est la moyenne. Ou la médiane. Alors, il y a une petite différence entre les deux, on y reviendra. Et puis, la dispersion ou la variabilité, il y a différentes façons de l'exprimer. On peut prendre les valeurs extrêmes. On dit le maximum et le minimum, c'était ça. Ça donne une idée.
Il y a l'écart type, l'erreur type, c'est d'autres façons de mesurer cet étalement des valeurs. Je ne rentre pas dans le détail. Alors, la moyenne, là on a exprimé en moyenne, donc on change de type de graphique, il y a juste la moyenne de ce groupe-là, la moyenne de ce groupe-là, et puis on a mis les valeurs extrêmes. Donc c'est une façon de représenter moyenne et les valeurs extrêmes. Si je mets l'erreur type, il faut savoir que c'est bien plus petit que les valeurs extrêmes. D'accord ? Mais c'est les mêmes données. Donc il faut quand même regarder, est-ce que c'est représenté en valeurs extrêmes ou voilà, comment est-ce que la variabilité est représentée. Et puis, donc on avait dit ça, c'était la moyenne. Le souci de la moyenne, c'est que c'est très sensible aux données extrêmes. Un peu comme ce qu'on avait vu dans les corrélations, là, les points qui sont un peu loin. Et donc ça influe beaucoup la moyenne. Dans le langage commun, vous savez, on parle de ça pour les salaires. Hein, on dit toujours le salaire médian des Français et on ne parle pas du salaire moyen parce que sinon le salaire de Liliane Bettencourt tire la moyenne bien au-dessus de la médiane. D'accord ? Et donc la moyenne, elle est faussement augmentée à cause de enfin pas faussement, hein, si vous voulez, mais elle est élevée à cause de ces 2 points très élevés. Et en fait, elle n'est pas représentative de tous ces points en bas. Quand je prends la médiane, il y en a la moitié au-dessus, la moitié en dessous. Donc c'est beaucoup plus représentatif et ce n'est pas influencé par ces points extrêmes. Donc s'il y a des points extrêmes, il vaut mieux regarder la médiane. Et par exemple, s'il y a des points extrêmes et puis que dans l'article, ils ont choisi la moyenne, eh ben, il y a peut-être un petit souci. Ok, ça peut influencer les résultats, puisque en turquoise, là, c'est la moyenne, on a l'impression qu'il y a une différence. Puis en noir, c'est la médiane, on a l'impression qu'il n'y a pas de différence. Alors une représentation un peu plus complexe, mais d'exactement les mêmes données, c'est ce qu'on appelle les box plots en anglais et les boîtes à moustaches en français. En fait, c'est juste une représentation de la médiane, les valeurs extrêmes, et dans la boîte, il y a la moitié des malades, en fait. Voilà, c'est une forme de représentation. Donc on a vu les 3 grandes types de représentation de données. Je vais très brièvement parler d'autres types de graphiques. On ne va pas les expliciter, c'est pour voilà, vous en ayez entendu parler, soyez pas étonnés. Voilà, les 3 cas généraux qu'on a parlé ne s'appliquent pas à tout. Et pour le coup, ça sera à vous d'aller creuser un petit peu plus loin pour vous intéresser à ce type de graphique. Alors, premier important, c'est le diagramme de flux. En général, c'est la première figure d'un article et ça indique un petit peu comment se répartissaient les malades dans l'étude et donc c'est important à regarder. Une représentation particulière, c'est ce qu'on appelle Blanc et Altman. C'est quand on compare 2 techniques de mesure de la même grandeur. Voilà, donc vous regardez, c'est des représentations un petit peu particulières, mais voilà, c'est des données quantitatives qui sont représentées. Il y a les courbes ROC. Alors ça, c'est quand on étudie un moyen diagnostique et c'est pour voir si un test diagnostique est performant ou pas. Et en gros, plus l'air sous la courbe est élevé, meilleur est le test. Et donc là, par exemple, le rouge est mieux que le bleu, quoi. Voilà, hein, pour faire simple. Il y a ce type de représentation également. Il y a les courbes de survie. Ça permet de s'affranchir un petit peu de l'aspect mort, sortie de réa, J28, etc. C'est qu'on met la survie au cours du temps. Voilà, donc c'est une représentation particulière de la mortalité. Et puis, il y a ce qu'on appelle les forest plots. Et ça, c'est une représentation particulière pour les méta-analyses. C'est un type d'étude qui a été présenté où on mélange plusieurs études. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il y a une étude par ligne. Et donc, il y a le résultat de cette étude-là. Quand ça coupe la ligne verticale, c'est que c'est non significatif. Et ça, par contre, c'est une étude positive, celle-là aussi. Et la dernière ligne donne les résultats de l'ensemble des études mélangées. Voilà, donc ça, c'est les forest plots. Donc, voilà un petit tableau rapide de comment regarder les figures et les chiffres dans un article, sachant que voilà, je vous ai montré un peu des figures plus complexes qu'il faudra découvrir
en lisant chacun de votre côté. Et donc, je suis à votre disposition pour des questions. Merci.